Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux. C'est une première pour moi, la conférence, donc j'espère que vous trouverez ce que vous souhaitez. Au départ, je vais faire une présentation qui va être plutôt théorique. Et par la suite, en fait, je vous invite à intervenir. Je répondrai à vos questions de la façon la plus juste possible. C'est important qu'on puisse interagir. Je ne suis pas là pour faire un cours, c'est pas le propos. Et si je parle pas assez fort, il faut me le dire. Alors déjà, qui je suis, certains de vous me connaissent, d'autres pas. Je ne suis pas médecin, je tiens à le dire, c'est important. Je ne suis pas diplômée de médecine. Je suis guérisseuse holistique, donc je travaille à différents niveaux. À côté de ça, je suis coach professionnel certifié. J'accompagne les gens dans leur quête de développement personnel. Et je fais de l'hypnose générative, qui est une hypnose un peu particulière, où on fait le moins de suggestions possible finalement et où on travaille avec le langage de l'inconscient de la personne pour que ça soit vraiment cohérent et juste et pour son soi intérieur. Bonjour. Donc, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est donc de guérir et le cheminement que ça implique vers soi, le retour à soi. Pour arriver à cet endroit-là, on va parler de trois choses, qui est ce qu'on appelle la Trinité. Alors on peut le voir de différentes façons, mais la Trinité, c'est vraiment le lien entre le corps, l'âme et l'esprit. Et ensemble, ils ne font qu'un. Et on va voir la différence entre les trois et en quoi ça peut interagir sur la santé, notamment. Donc le corps, c'est ce qui va manifester dans la matière. C'est dans notre corps que vont s'exprimer ce qui se passe dans le subtil. Oui, allez-y, je vous en prie. L'esprit, c'est vraiment celui qui va induire. Je reviendrai dessus un peu plus en détail au fur et à mesure. Donc c'est celui qui va faire rentrer justement dans la matière pour que ça puisse être manifesté dans le corps. Et derrière, il y a l'âme. L'âme, elle sait. Elle a l'information, elle sait. Elle est dans le ressenti, elle est dans l'émotion, elle est là pour expérimenter. Le corps, comme je vous disais, il incarne notre âme et notre esprit. C'est vraiment lui qui est le véhicule, qui va être la part qui est dans la matière, qui est manifestée. Il va ancrer toutes les informations qui viennent de l'âme et de l'esprit et il va permettre de le somatiser, entre guillemets, dans le corps. Donc tout ce qui va se somatiser, c'est ce qui n'est pas exprimé. Ce qui n'est pas exprimé s'imprime et c'est la maladie. Ça a été mal perçu, mal dit, non exprimé. Derrière ça, on a l'esprit. L'esprit va réfléchir, c'est notre mental, notre ego. C'est là où on va aller chercher un sens à ce qui se passe, à donner une explication, à avoir une suite logique. C'est aussi la force vitale, c'est ce qui fait qu'on est animé. Derrière ça, ça va être lié vraiment au souffle, au mouvement. C'est tout un ensemble et il va engendrer. L'esprit va engendrer et va donner vie dans la matière. C'est aussi, oui, et ça c'est important, c'est l'observateur. C'est avec notre esprit qu'on observe ce qui se passe autour de nous. On parle beaucoup en ce moment de prendre conscience, amener à la conscience. Là, on parle vraiment de l'esprit au niveau du mental. C'est à cet endroit-là qu'on travaille cette partie-là. Et l'esprit, c'est tout ce qui est vibratoire. On est vraiment dans une notion de vibration et ça donne une coloration en fait à la personne. L'âme, c'est ce qui donne l'étincelle de la vie. En fait, si vous avez un corps et un esprit, s'il n'y a pas l'âme, il n'y a pas de vie. Donc finalement, la vie ne se fait pas. L'âme, c'est tout ce qui va être lié vraiment à l'émotion, au ressenti. On est dans l'expérimentation et on est au niveau de l'informationnel, mais à un autre niveau. C'est vraiment au niveau du sensitif, au niveau du ressenti. L'âme, c'est la partie qui est immortelle. Bon, l'esprit aussi d'une manière différente, mais l'âme est éternelle et elle revient au fur et à mesure des incarnations. Si vous voulez avoir un peu plus d'informations vraiment sur la partie de l'âme, il y a une conférence demain à midi, ici en salle Terra, donc dimanche, voyage de l'âme et de la réincarnation. Donc pour résumer, en fait, on pourrait dire, comme disait le docteur Karl Duprel, l'âme c'est l'architecte du corps, alors que l'esprit, en fait, s'en sert comme un instrument. C'est-à-dire que l'âme, elle va faire les plans, elle va donner un chemin, et derrière ça, l'esprit, lui, va utiliser le corps pour pouvoir le mettre en œuvre et le manifester dans la matière, le matérialiser.
C'est un peu, on peut faire un parallèle avec un ordinateur. Donc, vous souhaitez faire un texte en numérique, on va avoir l'ordinateur, qui est le corps, bonjour, le logiciel, qui va être l'âme, et après l'esprit, qui est l'opérateur. Est-ce que ça vous parle? Okay. Bonjour. Bonjour. Alors, il y a différentes manières de soigner. On peut soigner le corps, on peut soigner l'esprit, on peut soigner l'âme, mais finalement, il n'y a qu'une seule manière de guérir. Mais guérir, c'est définitif. Alors que quand on soigne, on peut soigner, par exemple, un mal au dos. Le mal au dos, si la source même du mal au dos n'est pas traitée, il va revenir. Donc le dos n'est pas guéri, il est simplement soigné. Et pour vraiment arriver à cette part où on guérit, qui est appelée par les alchimistes la médecine universelle, c'est vraiment l'alignement, on va chercher l'alignement de l'esprit et de l'âme dans le corps. Et c'est pour ça que c'est un cheminement vers soi, parce que cet alignement, c'est vraiment pouvoir retourner à soi, mais le vrai soi, au fond, quand on a enlevé toutes les parts de croyances, toutes les parts d'informations qu'on nous a données dans notre culture, dans notre famille, toute cette part-là, enlever les attentes extérieures de l'environnement qu'on va accueillir en nous comme étant une vérité, mais qui ne l'est pas. Et il va falloir se départir de tout ça pour retourner vraiment à l'essence de soi, pour pouvoir atteindre la vraie guérison en tout cas. Bonjour. Alors, il y a un homme, un Américain, qui travaillait vraiment dans cette lignée-là, qui s'appelait Edgar Cayce, qui avait dit un texte qui me semble très juste, que je vais vous lire. Donc Edgar Cayce disait « La cause de la maladie physique est à rechercher dans la maladie de l'âme. C'est tout ce qui nous sépare de la vie, et donc de toutes les formes de guérison, quelles qu'elles soient, par un médecin, un guérisseur, n'importe quoi. Il n'y a qu'un but, nous rebrancher sur les vibrations de la vie elle-même. Donner et recevoir la guérison n'est possible que dans le cadre de la recherche de la vérité. La maladie doit faire un effort, le malade doit faire un effort dans l'application de celle-ci dans ses actes quotidiens. Donc le but de mon travail, et du mien aussi, c'est donc de libérer ceux qui cherchent sincèrement la vérité et ceux qui sont décidés à tout accepter pour retrouver un contact fusionnel avec les forces créatrices de l'univers, animant tout être vivant. C'est la définition même de Dieu. L'infinie générosité de la vie nous appartient. Elle est à notre portée si nous le voulons. Alors, je tiens à dire que je ne suis pas là pour parler de religion, on ne parle pas du tout de ça. On parle vraiment sur un mode de la vie. Après, chacun a ses croyances et j'ai aucun souci avec ça. Et je pense que ça peut s'appliquer à celle de tout un chacun. Donc soigner le corps, pour démarrer, donc le corps on peut le soigner de différentes façons. Il y a effectivement l'alimentation, là je n'ai pas noté, c'est le souffle. Il y a la respiration, il y a le mouvement, il y a le massage, la méditation, il y a vraiment tout un panel de solutions pour pouvoir travailler sur le corps. Donc comme je le disais tout à l'heure, le corps manifeste qui a été non exprimé, et dans ce cas-là c'est imprimé. Mais finalement, quel est le but de cette partie du corps? Notre corps, en fait, il est là pour somatiser les non-dits, montrer nos résistances. En fait, c'est vraiment un témoin de ce qui se passe à l'intérieur. C'est une indication que nous donne l'univers pour savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand on traite, voilà, c'est nous alerter finalement sur quelque chose qui ne fonctionne pas. Les traitements sur le corps directement vont être des traitements rapides. C'est ce que vous pouvez faire quand vous prenez des médicaments, que vous avez des soins particuliers directement sur la peau suite à une coupure. Mais le corps, lui, ne peut être que soigné. Il ne peut pas guérir tout seul. En général, sauf quand vous avez eu une blessure extérieure par un hasard, même si le hasard n'existe pas, le corps va se soigner même lui-même sans médication, mais pour autant, quand la cause est plus profonde, il ne pourra pas guérir. Il faut œuvrer à un autre niveau. Ça vous parle? Vous voulez peut-être un exemple? Oui, vous m'entendez pas? D'accord, je vais essayer avec le micro. Effectivement, ça marche mieux. Le problème, c'est comme je marche, je voudrais pas me prendre les pieds dedans. Donc, quand je vous dis que le corps peut se soigner, mais que pour guérir, il faut
travailler à un autre endroit. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez un exemple? Un exemple. Oui, d'accord. Alors, par exemple, j'ai une dame que je suis depuis un petit moment qui a des tendinites aux jambes. Alors, la tendinite aux jambes, c'est une inflammation d'un point de vue tout à fait médical. Après, elle, dans son cas, la tendinite, c'est une manière de s'empêcher d'avancer. La tendinite l'empêche d'aller de l'avant. C'est la somatisation en fait de sa peur à sortir de sa zone de confort. Parce que quand on avance vers le changement, à un moment donné, on arrive à une barrière où, pour pouvoir avancer plus loin, il faut faire le deuil d'un certain nombre de choses et d'une forme de confort souvent inconfortable. On sait qu'on n'est pas bien, on est mal, c'est dur, c'est pénible, mais c'est quand même plus confortable parce qu'on sait où on est. Alors que quand on sort de la zone de confort, on arrive dans une zone de liberté totale où on ne sait pas ce qui va se passer. Et elle, dans son processus, en fait, c'est une manière de ralentir le mouvement pour aller toucher un peu l'eau, voir si elle n'est pas trop froide. Et sa tendinite est partie le jour où elle s'est rendue compte qu'il y avait une partie d'elle qui avait ce qu'on appelle un bénéfice secondaire à rester dans cette situation-là. La notion de bénéfice secondaire, ça vous... Oui, ok. Donc après, soigner l'esprit. Donc tout à l'heure, je vous disais, voilà, l'esprit, c'est vraiment celui qui va mettre en mouvement le corps, celui qui va réfléchir, celui qui va mentaliser, ça va être la part de l'ego. Il va matérialiser nos pensées par le biais du corps, notamment. Mais pas que. Je vous montrerai tout à l'heure sur un schéma comment fonctionne. On dit que la pensée est créatrice. Alors ça peut paraître très métaphorique, mais en fait, il y a un vrai processus derrière ça. Et l'esprit, c'est donc notre mental conscient, donc ce dont on est conscient, ce qu'on a réussi à percevoir. Et derrière ça, il y a toute la partie inconsciente. Vous avez peut-être abordé dans une conférence en hypnose ou ce genre de choses, où il y a tout un monde avec un langage qui est différent de la part vraiment du mental conscient, avec des choses qui peuvent paraître illogiques, mais qui sont complètement logiques, et qu'il est important de regarder aussi. Après, l'esprit, c'est la part de l'ego, là où on va trouver l'estime de soi, mais aussi parfois la peur qu'on profite de nous, de se perdre, de perdre notre personnalité. Et c'est à cet endroit-là souvent que c'est difficile justement de sortir de la zone de confort. L'ego, il a l'impression qu'il est stable et il est perpétuel, alors que si on prend un peu de recul, on se rend compte que nos cellules changent tout le temps. Et la personne que j'étais il y a 5 minutes en commençant la conférence n'est plus la même que celle qui est là devant vous en train de vous parler. Il y a vraiment cette forme de changement permanent. Voilà. Donc ça, c'est mon fameux schéma. Donc, comment ça fonctionne? On a une part de croyance. Oh, je ne sais pas trop où mettre. Là-bas, vous voyez les graines. Les graines qui sont dans le sol, on ne les voit pas. Ce sont nos pensées, nos croyances, toutes ces choses qui sont à l'intérieur de nous, mais qui ne se voient pas à l'extérieur, sur lesquelles on va venir apporter de l'émotion. Alors, ça peut être des émotions joyeuses, comme ça peut être des émotions tristes, tout dépend des pensées et des croyances que vous allez entretenir. Et entre l'énergie qu'on va leur donner en les nourrissant et l'émotion qu'on va y apporter, ça va leur permettre de grandir. Et ça prend un certain temps. Des fois, on a l'impression qu'on a un souhait, on a un vœu, on a une envie, on fait une demande à l'univers et on se dit mais ça ne se matérialise pas. Mais en fait, si, c'est juste que c'est en devenir, mais ça se passe en dessous de la surface, c'est en train de se mettre en place. Et au fur et à mesure du temps, on ne sait jamais, la graine, elle va certainement donner un chêne, ou peut-être pas. Après, il y a toute la part de la constance et l'inconstance par rapport à votre souhait qui va venir le nourrir. Et on a vraiment la différence entre le visible, ce qui s'est manifesté dans notre vie, et l'invisible, ce qui se passe dans notre tête, et qui n'est pas encore visible à l'extérieur. Et la maladie fonctionne de la même façon. On a certaines peurs à l'intérieur, qui ne se voient pas. On a tous des chouettes masques sociaux qui nous servent à donner une apparence
selon le moment, hein, on choisit celui qui est bon, mais à l'intérieur, il y a des choses qui se passent. Et au fur et à mesure du temps, ces pensées, ces peurs, ces joies, ces projets, ces rêves vont être nourris et vont grandir et vont passer de l'autre côté. Alors dans les meilleurs cas, ça devient des rêves de vie qui deviennent vrais. Pardon ? Si vous mettez le fil derrière, vous pouvez moins. On passe derrière le tableau. Oui. Voilà. C'est bon, hop là. Voilà. Donc le rôle de l'esprit. Donc son rôle, on l'a abordé déjà. Réfléchir, penser, raisonner, générer des idées. Et son but, c'est d'atteindre la plénitude inconditionnelle. Alors sur une part, on va dire plus spirituelle, l'objectif de notre esprit, ce qu'on va appeler le petit esprit, c'est d'atteindre cette plénitude pour pouvoir se fusionner avec le grand esprit de l'univers, qui est son but ultime d'un point de vue spirituel. Donc la phrase qui pourrait résumer le but, c'est l'Esprit Saint qui préserve notre santé, notre bien-être, s'il est aligné avec les aspirations de l'âme. Et donc on en revient à la troisième partie. Guérir, ça passe aussi par l'âme. L'âme, c'est une partie un peu plus, on va dire, un peu moins visible. Parce que notre mental, il est très présent, hein. On l'entend, vous avez ces pensées qui reviennent constamment, on se dit des choses, on se raconte des histoires, on se projette dans le passé avec des choses qu'on a faites, qu'on peut regretter ou pas, ou de la nostalgie. On se projette dans le futur, sur la réalisation de nos projets, sur ce qu'on aimerait faire demain, ou dans une heure, ou à midi. Mais l'âme, elle est dans le présent. Elle est au moment présent, elle est dans l'ici et maintenant. Et contrairement à l'esprit qui va tourner en boucle, elle va rechercher des choses qui sont différentes. Elle est sensible, elle veut de l'émotion, elle veut des sentiments, de l'amour, de la tendresse. Et surtout, elle aimerait qu'on la reconnaisse. Parce qu'elle est là, mais il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas tellement compte et qui n'ont pas encore pris contact avec leur âme. Et à un moment donné, elle veut s'exprimer. Et pour pouvoir montrer qu'elle est là, on va la retrouver dans la maladie, malheureusement. Et la seule chose qu'elle cherche à faire, c'est donner du sens à ce que vous faites dans votre vie. Elle est là pour vous faire expérimenter, mais la plus grande difficulté, ça va être de l'écouter. Et votre âme, vous pouvez l'entendre à des moments particuliers, ça peut être en méditation, ça peut être dans des états de conscience modifiés, et surtout, c'est les moments où vous avez des messages, par exemple, dans l'espace où vous êtes encore réveillé, mais presque endormi. Parce que c'est un moment de silence où le mental, il se calme, il se pose, et du coup, il y a de la place. Parce que l'âme, elle sait que chuchoter. Donc, elle va vous donner des messages, mais en chuchotant. Il faut l'écouter attentivement, en fait. Et c'est pareil le matin où vous n'êtes pas encore tout à fait réveillé, vous êtes encore un peu endormi, vous êtes dans cette phase où elle peut encore parler. Alors, il y a des gens qui parlent du bruissement des étoiles le matin. Alors, c'est très joli, mais c'est vraiment ça, c'est cette petite voix qui va venir vous suggérer des choses. C'est aussi l'intuition. Les intuitions que vous pouvez avoir, à un moment donné, il y a une intuition qui vous vient, mais elle est très fugace. Elle passe très vite. Le but de votre âme, en fait, c'est de nettoyer le karma. Alors, le karma, c'est une notion qui est assez galvaudée. On parle de karma négatif, de karma positif. En fait, pour résumer, le karma, c'est la somme des expérimentations que vous avez pu faire. Durant la vie, on vous propose une situation. Vous avez différentes façons de la vivre. Ça va dépendre de l'intention que vous allez y mettre. Ça va dépendre si vous allez répondre à une problématique avec de l'ego ou si vous allez le faire avec le cœur. Mais le fonctionnement, en fait, c'est que tant que vous n'avez pas réussi à passer cette étape, elle va se représenter de façon différente. C'est comme si on était à l'école, finalement. Vous allez à l'école, vous êtes dans une classe, vous êtes dans la classe où il faut apprendre à accepter que, par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, que quand vous rendez service, des fois, les gens ne vous rendent pas service derrière et ça vous génère de la colère. Donc ça, l'apprentissage, il n'est pas acquis, il y a de la colère derrière. Si vous n'allez pas chercher ce qui est derrière la colère et pourquoi vous fonctionnez de cette façon-là, pour pouvoir vous en libérer et finalement accepter que quand on rend un service, on fait un cadeau,
Quand on fait un cadeau, on n'attend pas un retour. Alors c'est pas toujours facile, mais si par exemple on ne comprend pas ça, on va le revivre plusieurs fois jusqu'au moment où on accueillera le fait qu'un cadeau, c'est un cadeau, on le donne et on n'attend rien en retour. Et c'est juste joyeux de le faire. Voilà. Donc la phrase pour caractériser la partie soigner l'âme, c'est écoutez votre âme, vous préserve des affections. Donc, je voulais revenir une dernière fois sur la partie vraiment soigner et guérir, la différence entre les deux. Sur la partie soigner, finalement, on s'occupe de l'extérieur, on s'occupe de ce qui se voit, on traite les conséquences, pas les causes. Quand on soigne, on est attentif à ce qui se voit à l'extérieur, qu'il n'y ait pas de blessure, que ça soit joli, que ce soit esthétique. C'est des soins pour être mieux, d'être dans le bien-être, prendre soin de soi. Et on essaie de faire disparaître. C'est vraiment, c'est comme dans le rangement. Il y a des gens, quand ils rangent, ils classent. Et il y a des gens, ils rangent, il faut juste que ça disparaisse. Mais quand vous ouvrez les placards, c'est atroce. C'est vraiment le même système. Et c'est surtout temporaire. C'est automatique. Pardon ? C'est des symptômes. Oui, on traite vraiment le symptôme. On ne cherche pas la cause. Alors que dans le guérir, on cherche ce qui se passe à l'intérieur. On va chercher la cause. On va essayer de se délivrer d'un mal qui est, entre guillemets, ancré, qu'il va falloir faire sortir. Et surtout, on cherche à être rétabli, mais de façon définitive. Se débarrasser d'une addiction, d'une habitude, d'une maladie, d'une manière de penser, parce que c'est vraiment important. C'est vrai que je n'ai pas appuyé dessus sur la partie de l'esprit, mais ce qui nourrit votre esprit, ce sont vos pensées. Alors on parle beaucoup du bio, de l'alimentation saine, de faire attention à ce qu'on mange, pas trop de sucre, pas trop blablabla. C'est super. Pour le corps, c'est super. Par contre, votre esprit, vous le nourrissez avec quoi ? Parce qu'on a plusieurs choix, hein. Ça peut être des pensées joyeuses, ça peut être des peurs, ça peut être la peur de l'abandon, de la perte, du rejet. C'est pas sain comme nourriture pour l'esprit. Alors c'est vrai que c'est un travail, ça se fait pas en 5 minutes, il faut faire de l'introspection, mais c'est vraiment utile, ça fait partie du processus qui est nécessaire en guérison. Alors, la conférence, ça s'appelait donc guérir un cheminement vers soi. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, la seule personne qui est capable de vous guérir, c'est vous. Il n'y a pas de secret. Les guérisseurs, on est là pour vous faire prendre conscience d'un certain nombre de choses, rééquilibrer, lire ce qui se passe dans votre corps, voir les souffles, comment ils fonctionnent, là où est le problème. On est des messagers. On rétablit l'équilibre, on remet le système en marche, on remet tout d'aplomb. Mais si vous continuez à alimenter des pensées qui ne sont pas bénéfiques pour vous, qui ne sont pas saines, ça revient. Si vous continuez à avoir les mêmes habitudes, ça va revenir. C'est pour ça que si un jour vous venez en soins, en consultation au cabinet, en fin de soins, je vous donne des clés. Parce que mon but, c'est pas que vous reveniez. Moi, j'aime bien quand mes clients ils viennent une fois et je les vois plus. Non, j'aime bien les revoir, mais dans un autre contexte. Mais pour moi, c'est joyeux. Ça veut dire que j'ai fait mon travail. J'ai soigné la personne, je lui ai donné les clés, elle est guérie. C'est super joyeux. C'est ce que je fais. Voilà, donc c'est important que vous puissiez prendre conscience que la seule personne qui est capable de vous guérir, c'est vous. Alors oui, vous pouvez demander à être aidé, à être accompagné, mais il n'y a que vous qui pouvez faire ça. Parce que vos pensées, il n'y a que vous qui pouvez les gérer. Et le but, donc pour guérir, je le disais au début, c'est vraiment l'alignement de l'âme et de l'esprit dans le corps. Les 3 parties sont importantes. Il n'y en a pas une qui est moins importante que l'autre. C'est un ensemble. Voilà. Et maintenant, c'est à vous. Je comprends le principe de, ok, on peut se créer des maladies, tout ça, mais quand on a des os qui se fragilisent, vous êtes aussi dans le même concept ? Alors, il y a un même symptôme. Il peut avoir différentes causes. Il y a toute une part de psychosomatisme. Entre autres, mais pas que. Alors, la maladie psychosomatique, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Loin de là. C'est vraiment aller chercher quel est le sens de cette maladie. Alors, c'est une des facettes à observer, mais pas la seule. Loin de là.
je ne pourrais pas vous dire comme ça, il faudrait que je regarde de façon plus approfondie d'où ça vient. Des fois, ça vient de cette vie-ci, mais des fois, ça vient d'une vie antérieure. Ou ça peut être quelque chose que vous portez parce que ça vient de votre famille. Il y a des choses dont on hérite de notre famille, de nos lignées, et tant que ça n'a pas été mis au jour, ça se perpétue de différentes façons dans la famille. On trouve souvent des maladies héréditaires. Et si on va chercher vraiment au fond, on se rend compte qu'à un endroit, il y a un secret qui n'a pas été révélé, il y a un non-dit qui a été imprimé, ou ça peut être pendant la grossesse. Il y a vraiment des possibilités qui sont très larges. Et chaque personne est différente, son système de fonctionnement est différent, mais les informations sont, entre guillemets, disponibles. Dans nos corps subtils, dans l'invisible, dans notre multidimensionnalité. Enfin, on a chacun en fait autour de nous, même si on ne le perçoit pas, il y a cette part d'information. Derrière le symptôme, il y a une information. Mais ça peut aussi être une accumulation d'une mauvaise alimentation, la conséquence d'une carence alimentaire ou la conséquence d'un geste mal fait répété régulièrement tout au cours de la vie. Ou encore une pratique néfaste qui a été répétée dans le temps. Oui. On est des adultes, on réfléchit tout ça, mais quand c'est un enfant qui vient au monde ou un petit enfant qui a des graves maladies. Alors pour le coup, je connais bien le dossier. Pourquoi du comment j'ai. D'accord. Alors, je vais vous parler de mon cas. Je vais juste enlever ma veste avant. Alors moi j'ai un fils qui a 4 ans, qui est né avec plusieurs affections longue durée. Et ça a été extrêmement compliqué pour moi. Je suis guérisseuse et je ne pouvais pas guérir mon fils. C'est quand même, je crois que c'est une des pires choses qui puisse arriver à un guérisseur, c'est de ne pas pouvoir guérir son enfant. Donc j'ai eu des cas de conscience absolument atroces. Et en fait, je me suis rendu compte, avec le temps, avec le recul, qu'il était là pour que, entre autres, j'apprenne à aller me reconnecter à moi. Parce qu'à chaque fois où j'ai eu on va dire une galère, enfin, c'est surtout lui qui l'a vécu, mais au début, il y avait vraiment le côté du on s'afflige, il y a la souffrance, on la vit. Alors ce que je vous dis, je suis désolée, il y a des gens que ça va hérisser de façon importante, mais à un moment donné, il faut aussi accepter de voir au-delà de ce qui est politiquement correct. Alors le politiquement correct, c'est effectivement, vous avez un enfant qui va à l'hôpital, ça fait de la peine, on se plaint, ça donne de l'attention. Malheureusement, ça donne des bénéfices secondaires. Et derrière ça, souvent un enfant, quand il naît, et c'est difficile de l'accepter, mais quand il naît avec une maladie, c'est que quelque part, son âme, à un moment donné, a choisi d'accepter ce chemin de vie. Parce que ça aussi, ça rentre en compte. Il a un chemin de vie et surtout, il est là pour amener quelqu'un, en particulier, ou plusieurs personnes, de sa parenté ou autour, à faire des apprentissages. Et c'est vraiment à cet endroit-là. Alors je sais que c'est pas confortable à entendre, mais ni à vivre d'ailleurs, mais à partir du moment où on en prend conscience, en fait, ça peut changer la donne. Je comprends. Il y a plein de gens qui ont des enfants malades et ils ne se plaignent pas. Ils se peignent pas parce qu'ils savent pourquoi ils sont là. Les enfants ont une connexion qu'on a perdue. Les parents ne se peignent pas et les enfants non plus, mais je veux dire, oui. C'est très difficile. Oui, c'est difficile, c'est vrai. C'est vrai. Et il n'y a bien sûr pas que la plainte ou le bénéfice secondaire qui soit en jeu, il peut y avoir plein d'autres choses. Mais je dis pas que c'est facile à accepter, hein. Moi j'ai mis 4 ans à travailler dessus et pourtant c'est un peu mon métier. Donc, mais c'est difficile de travailler sur les enfants. Il faut aussi prendre en compte la part karmique, c'est-à-dire que l'enfant qui vient à naître a déjà son karma personnel qui le suit d'incarnation en incarnation. Donc cette maladie qu'il subit à son jeune âge est parfois la seule manière pour lui de pouvoir nettoyer entre guillemets son ardoise, ou en tout cas une partie de son ardoise karmique, où ça lui permet de mettre en place les éléments qui vont lui être nécessaires pour pouvoir réaliser les apprentissages qu'il a à faire dans cette incarnation-ci. Après, les enfants, ils héritent, comme je vous disais tout à l'heure, des mémoires de la famille, de tout ce qui a pu se passer, qui n'a pas été dit. Donc il y a des fois des choses à chercher de ce côté-là. Oui. Moi, je voulais vous poser une question en travaillant justement sur soi-même. Oui. Est-ce qu'on peut influencer
un cross. Alors oui, quand vous travaillez sur vous-même, en fait, alors il y a plusieurs processus qui se mettent en marche. Il y a le premier processus qui est l'effet miroir. L'autre, c'est soi. Simplement, on fait le miroir. Donc par exemple, je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose qui va me gêner chez vous. Je sais pas pourquoi, n'importe quoi, peu importe. Et en fait, cette chose qui va me gêner chez vous, en fait, c'est parce que je l'aime pas chez moi. Mais si j'en prends pas conscience, je m'en rends pas compte. Du coup, si je reconnais et si j'accepte cette partie de moi qui me gênait, il ne me gênera plus, donc je ne la verrai plus chez l'autre. Donc l'autre ne m'agacera plus par rapport à ça. Nous aurons avancé ensemble, même si en définitive l'autre n'a rien fait. Et en même temps, si vous avancez dans votre développement personnel et que vous allez travailler à vous élever, vous allez avoir une vibration qui va changer. Votre vibration, elle change, et quand votre vibration, elle change, elle a une influence sur votre système. Parce qu'on est tous interconnectés, en fait. Donc, quand vous changez, ça amène les autres à changer. Alors, ça peut, à un moment donné, donner des formes de résistance. Parce que vous changez, ça crée une forme de dissonance, il y a besoin de rééquilibrer le système. Donc, des fois, il y a des petites frictions, mais au final, c'est bon pour tout le monde. C'est bénéfique pour tout le monde. Par contre, l'erreur, souvent, c'est de se dire « Oui, mais moi, je travaille sur moi, je ne comprends pas. » Mon compagnon, lui, il fait rien, il comprend pas, je le comprends plus, on se comprend plus, c'est n'importe quoi. Mais il fait pas l'effort. Oui, parce que c'est pas ça le but. Le but, c'est de travailler sur vous et d'être suffisamment ouvert et avoir suffisamment de compassion pour vous dire, ok, pour lui, c'est pas le moment. Ou peut-être qu'il a pas envie de ça. Et je l'aime, il est libre de faire autrement, de pas faire comme moi, et peut-être que ce qui est bon pour moi n'est pas bon pour lui. On vit dans des systèmes. C'est important de laisser la liberté à chacun de faire les choses ou pas. C'est respecter la première loi divine, le libre arbitre. Oui. Excusez-moi, les enfants qui arrivent handicapés sont là aussi pour apprendre quelque chose à vos parents? Il y a une information par rapport à ça? Oui, en fait... En fait, c'est au niveau du cœur, en fait. Alors, ça peut être plein de choses différentes, en fait. Ça peut être plein de choses différentes, mais les enfants qui s'incarnent malades... Ou avec un handicap. Ils le font pour un but précis. Parce que quand... en fait, la maladie, souvent, ce qu'elle permet, c'est de ralentir. On est dans un monde où le rythme il est effréné, tout va toujours plus vite. L'information, la communication, on est toujours pressé, on est toujours en train de regarder l'heure. C'est compliqué. On n'a pas le temps d'aller regarder justement ce qui se passe à l'intérieur au niveau de l'âme, notamment. Et le fait d'avoir un proche malade, surtout quand c'est un enfant, ça oblige les parents à freiner, à ralentir, à prendre une autre vision des priorités. Changer de regard. En fait. C'est ça, c'est vraiment ça. Tout à l'heure, je vous parlais d'intention et de perception. On peut faire les choses de manière différente. Prendre un stand sur le salon. C'est un fait, voilà, on est plein là, à l'avoir fait. Mais on peut prendre un stand pour différentes choses. On peut prendre un stand pour venir vendre des objets, pour gagner de l'argent. Et c'est ok, c'est très bien. Après, il y a des gens qui vont venir parce qu'ils veulent se faire connaître et pas nécessairement pour gagner de l'argent, et c'est très bien. Et il y a des gens qui vont venir pour apporter de la lumière parce que c'est joyeux pour eux et ils vont le faire. Pourtant, tout le monde fait la même chose. Ils ont pris un stand. Et pourtant, ils font pas du tout la même chose. Après, il y a des gens qui vont venir juste pour nourrir leur ego. Et c'est ok aussi. Voilà. Vous avez une question ? Oui, s'il vous plaît. Quand on a des problèmes à la fois physiques, émotionnels, mentaux, voire spirituels, comment un soin peut se dérouler, ou un soin ou une guérison plutôt, pour ne pas employer le mot soigner. D'accord. Concrètement, comment se déroule un soin avec vous? Alors concrètement, on parle bien de soins, je ne parle pas du reste. J'accueille la personne au cabinet. D'abord on parle, parce que c'est important de verbaliser. Le verbe est créateur, donc c'est vraiment une partie qui est importante. On va déposer un certain nombre de choses. Ou pas, certaines personnes choisissent de ne rien dire et c'est ok comme ça. Après, c'est pas moi qui choisis ce que vous recevez. Moi je canalise en fait ce qui est bon et juste pour vous au moment où vous venez et par rapport à votre intention. Et en fin de soin, je vais débriefer, je vais vous dire ce que j'ai pu voir. Après, il y a des gens qui n'ont pas envie de savoir et c'est ok. Dans ces cas-là, on me le dit à l'avance et je dis pas. On a le droit.
Mais dans ce cas-là, je vous dis ce que j'ai vu et surtout, je vous transmets les messages. Les messages, c'est les clés. C'est les clés que vous allez pouvoir utiliser pour faire en sorte justement que ça soit une guérison et pas qu'un soin. Après, chacun est libre de appliquer les clés ou pas. Avec des outils différents. Oui, c'est des outils ou des fois, ça peut être des démarches. Ça peut être, par exemple, alors je vois beaucoup ça, donc c'est un exemple qui me semble juste. J'ai des gens qui viennent parce qu'ils ont mal aux épaules, ils ont mal au dos, ils se sentent affligés, et leurs proches se reposent sur eux tout le temps, c'est pénible. Et en fait, quand vous lisez le corps, on se rend compte que le problème, c'est qu'ils aiment beaucoup leurs proches, hein, ils ont beaucoup d'amour pour eux, mais ils ont peur que la personne souffre ou ne réussisse pas à gérer leurs problèmes. Donc ces personnes-là, elles prennent sur elles, et elles prennent sur elles, et elles prennent sur elles. Et la solution, ça va être d'apprendre à dire à l'autre, ok, tu as un problème, si tu as besoin, je suis là, surtout n'hésite pas, mais comme je t'aime, je ne vais pas t'aider, tant que tu ne m'auras pas demandé. Parce que c'est à toi de faire ton apprentissage, c'est à toi effectivement d'avoir une part de souffrance, hein, ça fait partie de la vie, hein, on est là aussi pour expérimenter des choses pas très cool, mais c'est l'expérience. Et la personne, à partir du moment où elle va rendre à l'autre ce qui lui appartient, les expériences qu'elle doit faire, elle va pouvoir se décharger de ce poids qui la pèse et surtout elle va pouvoir rendre le pouvoir à l'autre. Parce que prendre l'expérience et la souffrance de l'autre, c'est prendre son pouvoir. Parce qu'au final, elle est plus libre de vivre sa vie comme elle l'entend. Et c'est ça le libre arbitre. Un détachement. Oui, c'est ça, c'est le détachement à un moment donné, d'accepter, de dire l'autre aussi est capable, j'ai confiance en lui, il peut le faire. C'est vraiment... ce qui est bien, c'est vraiment un acte d'amour, d'avoir confiance en l'autre, même en se disant, ouais, ça va être difficile, hein. Je suis pas sûre qu'il y arrive, hein. Mais je l'aime, je vais le laisser essayer, et s'il a besoin, il pourra... Surtout si tu as besoin, viens me voir, on en parle, si je peux t'aider, je le ferai. Et quand en face de vous avez quelqu'un, un ami, qui réitère les mêmes erreurs, C'est qu'il n'a pas compris son expérience. et du coup, quand on peut dire cette phrase-là, comme vous dites, il peut mal l'interpréter. Alors, mon questionnement serait en quoi est-ce juste et bon pour vous d'être témoin du fait qu'il n'arrive pas à avancer? Du coup, on est obligé de se retirer parce qu'on écoute une intervention. Oui, mais est-ce que vous avez entendu ma question? Oui, en quoi c'est pour ça que... En quoi est-ce bon et juste pour vous d'être l'observateur du fait qu'il est dans l'échec? D'accord. Voilà, parce que ça s'appelle la tête. Oui, Miroir, en fait. c'est ça, c'est votre miroir. C'est qu'à un moment donné... Donc du coup, on le laisse s'enfoncer dans ses... Alors, l'idée, c'est pas de le laisser s'enfoncer. Chacun fait ses... Alors, chacun a ses stratégies. On a des stratégies, on a des processus de fonctionnement. Et il y a des gens qui, dans leur stratégie, leur processus de fonctionnement, c'est pas bon de rentrer dans la noirceur, de s'enfoncer, d'aller vraiment dans la terre, d'aller chercher dans les méandres. Mais après, moi, j'observe, il y a des gens... Alors, pour moi, c'est pas confortable parce que je ne fonctionne pas comme ça. Ils adorent ça, quoi. C'est pas qu'ils adorent ça, c'est que c'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est que tant qu'ils ne sont pas allés au fond, là où les choses vont se dégrader dans la terre, dans le noir, dans le sale, dans tout ce que vous voulez, mais tant qu'ils n'ont pas touché ça, et ils ne sont pas allés au bout, et comme ils ne sont pas allés au bout, ils ne sont pas prêts à remonter. Donc il faut le laisser faire. Il faut accepter. C'est sa liberté, c'est la stratégie qui est bonne et utile pour lui. Oui. La première fois que vous avez commencé votre canal, ça a commencé. Alors c'est une grande question. Alors ça dépend pourquoi. En vrai. Non, je suis née un peu différente, on va dire. Et du coup, c'était pas facile. C'est pas facile quand on est enfant et qu'on est un peu différent et que les gens ne comprennent pas en fait. Souvent, les gens ne comprennent pas et c'est toi, elle est sympa ta fille, hein. Elle a une imagination débordante, hein. Et en fait, non, pas du tout. Moi, je racontais juste ce qui se passait dans ma vie, hein. Je vivais dans un petit village au Rouet, je ne sais pas si vous connaissez, à l'orée de la forêt, donc je passais mon temps dans la forêt et pour le coup, j'étais seule, mais je n'étais pas toute seule en fait. Donc c'est pas très confortable. Mais souvent ça commence tôt. Après, il y a eu toute une période de ma vie où j'ai décidé d'oublier. On peut faire ça, le déni fonctionne très très bien.
Moi, je l'ai fait pendant 19 ans. Voilà. Et ce qui m'a ramené à ça, c'est notamment l'arrivée de mon fils. Où gentiment, j'entendais plus rien en fait pendant 19 ans. J'étais dans le. Comme plein de gens en fait. Et je m'infligeais à l'hôpital. Et à un moment donné, j'ai entendu, on m'a dit non, mais il faut que tu arrêtes, hein, maman, t'as qu'à faire ce que tu sais faire, il faut juste l'accepter. Bon, voilà. Donc ça se passe comme ça aussi. Mais après, ça se développe. Pour les gens qui le souhaitent, tout le monde a la capacité de développer des capacités paranormales. On a tous des dons. Oui. Alors à ce propos, quelles sont les clés ou je dirais les attitudes mentales, physiques que vous proposez pour une reconnexion esprit-âme? Alors, vous avez parlé d'état modifié de conscience. Quelles sont celles que vous pourriez donner ici sans qu'on ait besoin de votre présence? Alors, sans avoir besoin de ma présence, ce que vous pouvez faire et qui est très utile, après chacun a son chemin. Moi, j'ai tendance à dire que le chemin est très large au départ. Il y a des milliers de façons d'avancer. Et au fur et à mesure, ça fait comme un entonnoir. Et au fur et à mesure, on se rapproche de la voie. Et plus on se rapproche de la voie, et plus on se rend compte que ça peut aller super loin, en fait. Ce qui est important, c'est d'aller voir, pour vous, qu'est-ce qui est joyeux. Qu'est-ce qui est joyeux pour vous? Parce que ça peut être... alors moi, ce que je fais, ça va être de la méditation, parce que c'est bon pour moi. Depuis quelques temps, c'est plus de prière, parce que je travaille sur autre chose. Mais il y a des personnes pour qui ça va être danser, ou chanter, ou... On est vraiment dans l'idée de se reconnecter à l'âme surtout, parce que l'esprit, il est là. L'esprit, c'est plus du nettoyage. On va nettoyer, on va moins nourrir l'ego, on va essayer de retourner à ce qui est lumineux, en fait. Alors que pour l'âme, ça va vraiment être tout ce qui est lié à l'art, tout ce qui va être lié à justement les états modifiés de conscience. Là, il y a la méditation, il y a la relaxation, il y a la poésie, pourquoi pas. Il y a plein de façons différentes. Pendant longtemps, moi, j'ai été commercial terrain, donc je faisais beaucoup de voitures. Et bien, quand j'étais dans ma voiture, j'avais des états modifiés de conscience qui me donnaient confiance, d'ailleurs, quand j'arrivais à mes rendez-vous, parce que quand on fait la même route, vous avez tous dû l'expérimenter, hein, le côté vous faites la même route, vous rentrez dans votre voiture, vous arrivez, je suis déjà là. C'est un état modifié de conscience. Et souvent, il se passe plein de choses, en fait, à ce moment-là. Le cerveau, il s'est juste mis en pilote automatique, parce qu'il connaît, donc il se met en pilote automatique, et c'est un moment qui est disponible pour faire autre chose. Voilà. Ça répond à votre question? Je pense que c'est des expériences qu'on a tous faites, je dirais, à propos de ce dernier exemple de la voiture, pour ceux qui conduisent depuis un certain temps. Mais au-delà de cela, c'est-à-dire on se pose, nous sommes, pas comme les orientaux, comment dirais-je, la position zazen n'est pas supportable pour les personnes qui ont un certain âge. Alors vous pouvez, si c'est pour méditer, vous pouvez le faire en marchant, ça marche très très bien. Oui, la méditation en marchant, oui. Il y a des bouddhistes qui prônent cela. Mais je parle encore plus simple, mais quelque chose de plus pratique, comme un exercice physique. D'accord. Après, pas physique, puisqu'il peut être métaphysique ou spirituel. Hein. Après, vous avez tout le travail autour de la conscience. Réapprendre à prendre conscience de ce que vous faites. Il y a des exercices très simples qui peuvent être faits dans le quotidien. Alors, l'idée de la conscience, en fait, c'est de redécouvrir ce que l'on fait de façon routinière, mais différemment. C'est un peu comme pour vous parliez des orientaux, le rituel du thé au Japon. Ben, on le fait, ça se fait tous les jours. Et tous les jours, on le fait de la même façon. Avec la petite nappe, il faut bien la replier, la cuillère, elle doit être d'une certaine manière, etc. Là, on travaille vraiment la conscience, c'est-à-dire reprendre quelque chose que normalement on devrait faire de façon automatique, mais en la redécouvrant totalement. Alors, vous pouvez le faire, souvent l'exercice qu'on donne, c'est en mangeant un grain de raisin. Manger un grain de raisin, dans la vie quotidienne, c'est avec le grain, vous le mangez, vous l'avez avalé, c'est fini. Sauf que non, c'est pas comme ça.
déjà observer le grain de raisin, regarder toute la partie rugueuse qu'il va avoir, la coloration qu'il a, peut-être les quelques taches qu'il a, vraiment redécouvrir ce qu'est un grain de raisin. Après, vous allez le prendre avec vos doigts, vous allez pouvoir le toucher, le faire glisser entre vos doigts, écouter le crissement qu'il fait, et après le mettre dans votre bouche, tendre, essayer de retrouver la perception de ce que peut être la peau du grain de raisin sur votre langue, le croquer, enfin vraiment redécouvrir l'expérience. Et ça, c'est un vrai exercice qui est super utile. Alors après, j'ai des mamans qui me disent « Oui, mais moi, j'ai pas le temps, j'ai des enfants en bas âge et tout, c'est compliqué. » Oui, vous pouvez le faire en faisant votre linge, en étendant le linge. Vous prenez un linge, vous l'attrapez, vous retrouvez le toucher. Est-ce qu'il est très humide? Est-ce qu'il est vraiment mouillé ou pas? Est-ce qu'il a déjà bien séché? Quelle est la texture, le ressenti? Est-ce que ça fait du bruit quand vous l'étendez? Enfin, il y a tellement de possibilités. Après, c'est de trouver une activité qui vous convient. Ça peut être la vaisselle. En Inde, on vous fait faire le ménage comme ça. Donc c'est se mettre en état d'observateur qui recherche quelque chose de nouveau. C'est redécouvrir. Vous redécouvrez tous les jours la même chose. Mais à travers les 5 sens. C'est ça, dans la perception. Mais quand on est d'accord avec ces 3 axes de la maladie et qu'on a développé le phénomène mais qu'on n'a pas de réponse. On est conscient qu'il y a forcément une cause quelque part, mais qu'on n'arrive pas à trouver une réponse claire. Oui. Comment faire? Se faire aider? Comment arriver à... Si vous voulez, un jour, vous pouvez venir me voir. Je peux rien vous dire de parce que vous allez me dire, oui, là, il faut chercher là. Il faut chercher là. Mais on cherche et on... Alors non, je ne vais pas vous dire il faut chercher là. Je ne vais pas vous dire il faut chercher là. Ça peut être... alors, comment essayer de vous donner des clés qui sont utiles? Par exemple, vous allez venir en soins et je vais voir qu'il y a un poids sur le corps, au niveau du cœur, qui vient parler ici, au niveau du thymus. Le thymus, c'est le cœur de l'âme. Hein. Donc en fait, votre cœur est lourd parce que votre âme a mal au cœur. C'est une information déjà. Mais ça, c'est une information sur juste cette zone-là. Après, vous pouvez très bien avoir un point au genou qui va amener une forme de manque de flexibilité pour aller se reconnecter à soi. Et en fait, c'est tout un processus, on est un système. Donc, des fois, je ne sais jamais, moi, les gens, quand ils viennent, ce qui va se passer, en fait. Je connais mon protocole, entre guillemets, mais et des fois, ça ne se passe pas du tout comme ça. Donc, ça va dépendre de pourquoi vous venez et ce qui est bon et juste et utile pour vous de recevoir au moment où vous venez. Et vous partez avec des clés. C'est pas, je vais vous dire, allez chercher peut-être de ce côté-là. Je vais vous donner le message qu'on va me transmettre. Alors, bientôt, je vais mettre un écriteau chez moi où il y aura marqué « Je ne suis qu'un messager, ne me tirez pas dessus ». Non, parce que je choisis pas ce qu'on me dit. Hein. Mais... Parce que vous dites, donc, quand il y a une maladie, c'est un message aussi, une maladie. Oui. Donc, on a obligatoirement une réponse derrière, mais à nous de la trouver, d'être attentif, de l'entendre. Alors, ça va dépendre. Des fois, c'est compliqué. Parce que la réponse se trouve dans votre multidimensionnalité, mais dans une dimension à laquelle vous n'avez pas accès. Du coup, c'est difficile de pouvoir le déterminer seul. Des fois, c'est compliqué. Des fois, c'est compliqué et des fois, c'est utile de se faire aider. Mais moi, je ne suis pas là pour me vendre, je m'en fiche. Hein, pour le coup, les personnes qui viennent me voir, elles viennent parce qu'elles ont envie et il n'y a pas d'obligation par rapport à ça. Mais effectivement, ça peut aider à mettre le doigt au bon endroit. Bon, après, il faut accepter d'aller chercher la vérité. On en revient même. Il y a beaucoup de gens qui arrivent tout seuls. Il y a beaucoup de gens qui arrivent à la trouver seuls. Seul? Je sais pas. Comment Je sais pas, ça dépend quoi. C'est toujours pareil. Ça peut être. Ça dépend qu'est-ce qui vient en résonance. Les messages, j'en suis dans les livres, le dictionnaire des maladies. Oui, des fois, oui, ça suffit. Dans Oui. la vie, justement, les messages, elles sont pas forcément la réflexion. Oui, après, chaque cas est différent. Hein. Il faut bien... Chaque personne est différente et chaque cas est différent. Il y a des choses qui sont plus pointues que d'autres. Il y a des personnes qui ont des expérimentations à faire qui sont plus compliquées.
Voilà, après, moi, je pense avoir l'honnêteté de dire aux gens, quand ils viennent me voir et que j'ai rien à faire pour eux, de leur dire, écoutez, je suis désolée. C'est arrivé, j'ai une dame qui est venue et je lui ai dit, bah écoutez, vous venez pourquoi? Je sais pas. Ah. Bah, je me suis assise en face d'elle, j'ai essayé je me suis mis en empathie totale pour fondre avec son système, voir... mais en fait, elle était venue parce que c'était joyeux pour elle de venir, donc on a bu le thé, puis elle est partie, et puis voilà, et puis c'était sympa. Mais des fois, on peut venir pour un mal-être, sans douleur physique dans le corps. Oui. Comme un appel intérieur où il y a un mal-être, sans savoir comme cette dame, sans savoir où on a mal. Oui, ça je suis d'accord. On ne peut pas définir, on oui. sait qu'on n'est pas bien. On peut sortir de cet état-là, mais vous, dans ce cas-là, vous avez déjà quand même perçu que vous aviez un mal-être. Oui. Voilà, donc là j'ai matière. C'est comme quand on vient me voir pour faire une boîte magique, c'est ce que je propose sur le stand. Et la personne, je dis, bah, c'est quoi votre question? Il faut commencer avec une question pour comment quelque chose. Bah, s'il n'y a pas de question, je dis, bah, c'est sympa, hein je suis contente d'avoir fait votre connaissance, hein, mais bon, du coup, on ne fera pas de boîte magique. Si on n'a pas... C'est comme si on veut faire un voyage, vous voulez partir en vacances, mais vous ne savez pas où vous voulez aller. Et du coup, vous êtes à l'agence, vous dites, bon, bah, je voudrais partir en voyage, mais où? Je sais pas. Vous voulez en Asie, par là, en Europe, aux États-Unis? Je sais pas. Ben, on fait pas grand-chose avec ça. Oui. Oui, mais justement, c'est là où on peut les chercher. Oui, pourquoi la personne ne sait jamais, c'est pas faire le choix, c'est pas s'engager, c'est parce qu'elle veut. Mais pour elle, c'est utile déjà. Elle est venue. Non mais, ça a l'air de rien, hein, mais elle a fait quand même le processus. Elle m'a cherché sur Internet, elle m'a trouvé. Elle est venue jusqu'à chez moi. Enfin, elle a pris rendez-vous. Elle est venue. C'est toutes des étapes, hein, parce qu'il y a des personnes qui font pas le tout. Hein. Elle est venue jusque là et tout. Elle s'est garée, elle est montée, elle s'est assise pour savoir qu'elle ne savait pas et que finalement elle avait besoin de rien. Et c'est pas grave. Ça la gêne pas de ne pas savoir. Moi, je fais du genre aller à l'agence de voyage, je vais partir en vacances, mais je sais pas où. Oui. Et ça me gêne. Non mais elle, pour le coup, pour elle, c'était utile de se rendre compte qu'elle ne savait pas. Parce qu'au final, elle ne savait pas quel était son besoin, ni ses attentes. Et le fait de se rendre compte qu'on ne connaît ni nos besoins, ni nos attentes, c'est déjà quand même... Elle doit avoir une attente et sans la connaître. Oui, mais c'est bien qu'elle en prenne conscience. Mais elle reviendra. Mais oui, bien sûr qu'elle reviendra. Évidemment, c'est une boutade. Il y a plein de gens qui viennent, qui ne savent pas pourquoi, mais on arrive à travailler quand même. Oui. Oui, je pense qu'elle est venue pour ça. Elle est venue chercher un peu de lumière. Ça arrive aussi. Non. Pour moi? Oui, c'est possible. Ça arrive aussi, oui. Ça arrive aussi. Quand on est thérapeute ou guérisseur ou autre, ce qui est souvent intéressant, c'est de se rendre compte qu'on fait des séries, entre guillemets. J'ai des mois où j'ai que des gens qui sont plombiers. Je sais pas pourquoi. Et un autre jour, j'ai des gens qui vont venir que pour des ruptures sentimentales ou que pour des mal au dos. Il y a des séries comme ça. Et c'est intéressant parce que des fois, il y a un petit message subliminal pour le thérapeute. Tout à l'heure, vous parliez des processus en plusieurs étapes qu'on fait mémoire. Oui. Il y en a plein en fait. Il y a toute la part... donc il y a le miroir, effectivement. Il y a tous les processus secondaires. Qu'est-ce qui se joue en sous-œuvre? On voit ce qui se passe au-dessus. Mais qu'est-ce qui se passe en dessous? Et il y a aussi... Alors ça c'est des choses qu'on travaille plus en coaching en fait. Où la personne, elle vient vous voir pour quelque chose. Et en fait, elle vient pas pour ça. Elle vient pour rejouer un jeu qu'elle fait avec son entourage habituellement. Et c'est aussi au coach de pouvoir voir à quel jeu elle veut vous faire jouer. Et à vous de décider si vous voulez jouer ou pas, sachant qu'est-ce qui est le plus utile pour elle pour qu'elle apprenne. Voilà. Je vais prendre les deux dernières questions et après il faut qu'on libère la salle. Moi je voulais juste revenir sur votre enfance. Oui. Je voudrais savoir comment nous, en tant qu'adultes ayant des enfants, on peut voir si ses propres enfants ont des dons. Je sais pas. Alors ça va dépendre du don. D'accord. Ça va dépendre du don. Moi j'ai identifié que mon fils le plus petit, il est branché à peu près sur le même côté que moi. Bon, déjà j'ai un avantage puisque je vois ce qu'il fait dans l'invisible. Sinon, en observant de l'extérieur,
Je me rends compte parce que quand il est avec d'autres personnes, par exemple, même quand il est à l'hôpital, il vient d'être opéré, le deuxième jour, il va voir des gens qui sont malheureux, il leur pose la main, il leur fait des câlins alors qu'il ne les connaît pas. Et après, il y a des comportements qui sont... Pour les enfants qui travaillent sur l'énergétique, hein, j'entends le soin, la guérison, des choses comme ça. J'étais très marquée un jour où j'ai été invitée à venir à la maternelle voir comment ça fonctionne. Quand il rentre dans la maternelle, tous les enfants se collent à lui et lui posent la main. Comme si c'était le Messie qui rentrait dans la salle. Il y a vraiment et les enfants ont une autre perception que nous, donc ils n'ont pas le comportement social qu'on est censé faire quand vous avez quelqu'un qui arrive dans le couloir. Là-bas, vous n'allez pas lui poser la main dessus parce que vous sentez qu'il y a quelque chose de bon pour vous. Je vous laisse. Voilà, vous avez une question et... Une âme par rapport à une guide, comment elle est interconnectée? Comment ça se passe par rapport à une guide? Alors, je vous propose pour cette question-là, je ne sais pas si vous revenez demain. D'accord. Est-ce que vous pouvez passer sur le stand? Comme ça, on en parle un peu plus en profondeur avec mon partenaire qui est plus connecté à ça. Ok? Voilà. Donc vous pouvez venir me voir si vous le souhaitez, je suis au stand 185. On me propose un certain nombre de choses, dont la boîte magique, je peux répondre à vos questions. Le message de l'âme. Et pour ceux qui aiment lire, vous pouvez avoir accès à mon livre qui s'appelle « J'ai décidé d'être heureux », que je dédicace sur le stand. Voilà. En tout cas, merci à vous.